Moi, j'aime bien écrire des quêtes, sur des chats abeilles dans l'espace, c'est plutôt cool. Du coup, moi, je m'appelle Cynthia Slindboville, je suis narrative game designer et autrice. Ce que j'aime dans la vie, waouh, lire, écrire, les jeux vidéo, hem, le sport, la boxe, principalement. J'ai fait un bac S, heu, avec spécialité ISN. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'était spécialité informatique. Après ça, j'ai enchaîné. En fait, comme le métier, j'avais trouvé finalement ce que je voulais faire après le bac et le métier que je voulais faire n'avait pas de formation dédiée. Du coup, j'ai décidé de créer ma propre formation et j'ai fait, 3 ans d'études dans une école privée qui s'appelle Isart Digital en section game design et programming, donc qui était vraiment orientée, programmation pour le coup et qui n'avait absolument rien à voir avec, la narration. Et après ça, j'ai fait 2 ans dans un conservatoire d'écriture, qui s'appelle le CLCF, heu, où j'ai été là en spécialité scénario. J'ai cherché pendant longtemps. J'ai passé 1 an à démarcher, à me faire un peu connaître parce que le jeu vidéo fonctionne beaucoup par, réseautage en fait. Donc il faut qu'on sache qui on est, il faut que, les gens sachent ce qu'on a fait et la capacité en fait pendant cette année de montrer, mon travail, ce sur quoi, mais même mes projets personnels en fait. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui, eux, m'ont dit: «OK, on a du travail pour toi» et je me suis lancée en freelance, du coup après cette année-là où, j'ai commencé dans des petits studios, heu, plusieurs petits studios. Je faisais des missions ponctuelles en fait. À côté de ça, j'ai commencé à donner des cours, de programmation pour, une pure question de revenus. Et en fait, de petit studio en petit studio, on commence à me connaître, on commence à comprendre ce que je fais et là maintenant j'ai fini un peu de travailler avec les tout petits studios pour, m'élargir un peu plus et être dans des moyens studios ou de plus grandes, associations. De création d'un jeu vidéo, ça dépend déjà des grands studios, enfin de la structure dans laquelle on est. Est-ce qu'on est dans un grand studio ou un petit studio? Mais globalement, on va retrouver des grandes familles. Donc on a, cette famille, je vais vraiment faire grosso modo, cette famille des développeurs, donc avec tout le pôle, heu, développement typiquement, donc ceux qui vont se charger de programmer et cetera. On a un pôle très artistique avec des artistes qui ça comprend aussi, les sound designers et donc ceux qui sont se charger du son et du design. Donc le design dans le jeu vidéo, c'est, vraiment ce qu'on appelle un peu le cahier des charges. C'est l'aspect, les mécaniques de jeu, mais appliquées, à du texte. Il n'y a pas de ce n'est pas visuel, en fait. Dans cette grande famille de game designers, il y a mon métier, donc celui qui s'appelle narrative game designer, donc il y a la suite derrière, heu et tout le monde travaille, en fait, de concert. En général, l'idée va venir de tout en haut. Narrative designer, c'est finalement être architecte, de la narration. C'est un métier où on va concevoir des mécaniques, où on va potentiellement écrire l'histoire, mais pas seulement. En fait, il faut apporter une cohérence à tout ça et en fait, on va construire des outils narratifs, construire de la narration, construire des histoires, construire des personnages, construire du lore. On ne fait que ça, construire. De la pro Tout dépend de la production. Heu, Tout dépend aussi du style de jeu. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le métier de narrative game designer parce que c'est jamais le même. En fonction du jeu sur lequel je vais tomber, je vais potentiellement écrire, par exemple, des lores, ce qu'on appelle des lores, donc c'est vraiment, tout le background en fait d'un univers. Je vais potentiellement écrire des personnages, développer vraiment ce qu'on appelle une narrative bible pour que en fait, tout le monde soit au point déjà sur ce qui se passe dans le jeu, d'un point de vue scénaristique. Alors, on trouvera sur le net, beaucoup de «il faut être créatif», «il faut savoir bien écrire»,
heu, il faut être à l'aise, être logique et cetera. Je suis d'accord avec ces idées-là, sauf que, pour moi, ce sont des qualités qu'on peut apprendre, qu'on peut, maîtriser au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument avoir d'inné. Je considère que la seule véritable qualité qu'il faut avoir pour se lancer, en fait, dans ce métier, c'est, avoir envie de partager des histoires, avoir envie d'écrire des histoires et derrière tout le reste, ça se travaille. Il faut parler anglais, même en France. C'est très important dans l'industrie du jeu vidéo, en fait, de savoir parler anglais et dans le narrative design, dans tout ce qui est écriture, eh bien, c'est une réalité, mais si on n'est pas bilingue ou si on n'a pas un niveau très avancé en anglais, on va avoir des limites. On va se retrouver face à des murs et ça va être plus dur d'avoir soit des contrats, soit de tout simplement être connu. En deuxième défaut très important, ce que j'appelle la fatigue créative. Hem, on est plutôt dans il faut créer quelque chose de nouveau, il faut produire quelque chose de nouveau. Alors que dans d'autres métiers où on va simplement faire des actions qui sont vraiment ordonnées, on n'a pas en fait cette étape de réflexion intense tout le temps. Et du coup, c'est fatigant parce que tous les jours, tout le temps, on doit, réfléchir à sortir quelque chose de nulle part et cette action de création, intense et ben, au bout de, 4-5 heures par jour, on est fatigué et c'est pas impossible de travailler 7-8 heures, d'écriture, mais c'est vraiment fatigant. Hem, Ça peut être un métier solitaire parce que finalement, on va à la toute fin se retrouver avec soi-même, derrière son écran à se poser les bonnes questions. Mais de la même manière qu'il existe en fait des pools d'auteurs, dans la télévision, au cinéma, heu, on peut retrouver ce schéma-là. On a des équipes créatives, dans le jeu vidéo, on n'est pas tout seul finalement. Parce qu'on construit rarement un jeu vidéo tout seul. En freelance, c'est bien. Maintenant, il y a une réalité aussi qui fait que c'est compliqué de rentrer dans le milieu, mais une fois qu'on y est, c'est correct. C'est ce que je dirais. Alors il y a 2 jeux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est un jeu qui a été développé par une boîte française, donc c'est Life is Strange, le premier du nom, parce qu'il y a une suite et il y en a plusieurs. Heu, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué, heu, pour son histoire. Je saurais pas l'expliquer, mais il y a eu un véritable travail de de tout le monde, en fait. Tout le monde s'est dit: «On va proposer une expérience unique et quelque chose d'assez innovant». Heu, Ça a marqué, ça a fonctionné et aujourd'hui, je me dis que j'aurais vraiment aimé travailler avec Jean-Luc Cano dessus, mais je ne sais pas si le résultat aurait été le même. Donc il y a ce premier projet et le deuxième projet qui m'a beaucoup plu, c'est un petit jeu indépendant, qui s'appelle Coffee Talk. Concrètement, c'est un jeu où on incarne un barman ou une, on ne sait pas exactement, qui est derrière un bar et qui sert des gens qui viennent le soir dans son café, leur parler de leur vie. Enfin, lui parler de leur vie plutôt. Non, nous. Bon, je reprends. Nous parler de leur vie et cette histoire se déroule sur plusieurs jours où ils viennent simplement, commander un petit café chaud et dire: «Bah, aujourd'hui ça va pas parce que, ma journée n'était pas incroyable et mes enfants ils font n'importe quoi à la maison» et on a vraiment un peu ce simulateur de barista qui nous emporte dans les histoires et dans la vie des gens. On a presque l'impression de développer en fait des relations avec eux. C'est, heu, c'est assez prenant et j'aurais vraiment aimé écrire, cette histoire, derrière. Très bonne question. Être une femme de manière générale dans l'industrie du jeu vidéo, c'est compliqué. Maintenant, depuis plusieurs années, ça a beaucoup changé entre le moment où j'ai commencé mes études et aujourd'hui. Donc il y a quand même 6 ou 7 ans qui se sont écoulés. Heu et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'associations qui, mettent en place, en fait, des formations, des talks ou, qui mettent vraiment enfin, qui ont vraiment des actions, en fait, effectives pour promouvoir la mixité dans le jeu vidéo. On a, Women in Game qui
est l'association phare qui a vraiment, beaucoup d'influence et beaucoup d'action et beaucoup de présence maintenant. Et à côté de ça, par exemple, on a, des plus petites comme, Afrogameuse qui, pareil fait, exactement la même démarche de comment dire? D'accompagnement dans cette, promotion de mixité, que ça soit pour les femmes et pour les personnes non binaires d'ailleurs, je précise. Heu, c'est parce qu'on a un sacré problème avec ça dans le jeu vidéo. Alors, on a un avènement depuis ces 3 dernières années des jeux dits wholesome. Donc, c'est un peu des jeux qui prennent soin du joueur ou de la joueuse. Ils veulent vraiment être le plus inclusif que possible et être doux et tendre et en fait, c'est vraiment une tendance qui émerge. Donc je pense que cette tendance va rester un peu dans l'air pendant au moins les 5 prochaines années. Maintenant, il y a aussi une réalité technologique qui fait qu'on avance de plus en plus et on a laissé un peu la VR de côté, mais il faut pas se leurrer, moi je pense qu'elle va revenir d'une manière ou d'une autre. Alors être, narrative game designer, c'est pas le plus bas échelon. C'est-à-dire qu'on être déjà rentrer en tant que narrative designer, c'est être bien situé. Maintenant au-dessus de narrative designer, on a le être lead narrative designer qui englobe toute une compétence de gestion d'équipe finalement. Donc c'est le même métier mais avec plus de responsabilités. Et encore au-dessus de lead narrative, on a, cette notion de vraiment être directeur créatif. Donc, là, c'est plus seulement, les narrative, designers qu'on englobe et les auteurs, c'est vraiment, tout le pôle créatif, des game designers, des auteurs et et cetera. Que faire pour devenir narrative game designer? Il faut déjà, comme je disais, avoir envie de faire des jeux. Moi, ce que je recommande, c'est de potentiellement participer à des game jams, essayer de participer au salon des jeux vidéo. Alors avant la crise sanitaire, on avait, la Paris Games Week puisque moi je suis, à Paris, donc je donne les noms à Paris, mais on a aussi, le Toulouse Game Show et ce genre d'événements en fait où, il est possible de voir des stands, tout simplement, de voir les dernières nouveautés et sur place, il y a des professionnels du jeu vidéo. Donc c'est possible aussi de parler en fait à ces gens, de se renseigner sur les écoles aussi qui, proposent des formations. Il y en a plusieurs en France et il y en a des publiques. Elles ne sont pas toutes, privées. Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? De faire des jeux, tout simplement. Le nombre de fois que j'ai entendu: «Oui, c'est pas nécessairement l'école ou la formation que tu as faite la plus importante, c'est ton portfolio». Donc c'est vraiment cette possibilité de montrer finalement ce que tu as fait et c'est ce qui finalement m'est arrivé moi après mon année de césure finalement entre l'école et le moment où j'ai vraiment commencé à travailler dans la narration. C'est que je travaillais sur mon portfolio. Je faisais des projets, toute seule, chez moi et finalement c'est ce que j'ai montré et c'est ce qui a convaincu. Donc c'est ce que je recommanderais. Non, je suis pas sur Twitch. Par contre, l'émission dans laquelle sont mes écrits est sur Twitch. Ça s'appelle Jour de Play.